De retour sur le plateau de Voxbox pour cette deuxième partie d'émission, nous recevons ce jour Augustin Tchouameni. C'est un Camerounais qui réside du côté de la France et qui est l'auteur du livre que nous présentons ce jour. On remarque en vous lisant, Augustin Tchouameni, que vous parlez d'une évolution du régionalisme en Afrique. Vous en relevez quelques points d'ailleurs. Il y a la construction des marchés régionaux qui, d'après vous, exige l'accomplissement de deux conditions. D'abord, la création des unions douanières régionales à travers l'adoption d'un tarif extérieur commun. Je vous invite à aller à la page 85 de votre ouvrage et là, vous écrivez exactement ceci sur la création des unions douanières régionales. En instituant la communauté économique africaine en 1991, le traité d'Abuja avait établi les modalités de la création des unions douanières régionales, prévoyant qu'au sein de chaque CER, communauté économique régionale, l'établissement progressif de cette étape s'accomplira dans une période transitoire de 8 ans à travers l'élimination des droits de douane, des barrières non tarifaires comprenant les contingentements, des restrictions ainsi que des obstacles d'ordre administratif au commerce ou toute autre barrière non tarifaire et surtout l'établissement d'un tarif extérieur commun. Mais à ce jour, parmi les organisations régionales ayant assuré de façon effective cet objectif, il n'y a que la CAE et la SADC qui participent au processus africain en qualité de CER. Il n'y a pas lieu de s'en plaindre tout de même. Le délai retenu par le programme minimum d'intégration laisse encore aux autres communautés du temps pour y parvenir. Je crois qu'à ce rythme, Augustin Tchouameni, on n'y arrivera jamais. Disons, on n'y arrivera jamais, je ne saurais être aussi catégorique, mais disons qu'on y arrivera beaucoup de mal. Alors peut-être aussi que les communautés ou alors les différentes composantes ne sont pas prêtes à y arriver. Vous voyez, faire des unions douanières, faire des marchés communautaires, cela suppose effectivement qu'on ait en soi déjà accompli une intégration nationale suffisante. Oui. J'entends par là qu'on ait résorbé des problèmes économiques internes aux différents États ou encore des problèmes sécuritaires qui restent très nombreux. Ce n'est pas le cas de beaucoup de communautés. Parce que un marché commun suppose des éléments comme la liberté de circulation, etc. Tout à fait. Vous voyez très bien en zone CEAC, puisque ça nous parle plus, on a beaucoup de mal à y procéder. Pour la raison simple qui est que les États n'y trouvent pas toujours leur intérêt réel. Donc, ce qui veut dire que on a peut-être voulu mettre en place un processus sans y mettre de la volonté politique. Ou à tout le moins, je pense que c'est une volonté pour un projet un peu précoce. Je vous invite à la page 87 de 87 de votre livre. Vous écrivez un bon passage sur la libre circulation dans l'espace régional. Vous dites le principe de la libre circulation des personnes, des droits, des résidents et d'établissements semble clairement posé dans les divers systèmes communautaires. Tout autant que des cadres juridiques qui s'y rapprochent, qui s'y rapportent, apparaissent diversement établis. Le système CEDEAO semble le plus prolifique. Alors, on pourrait vous contredire un tout petit peu sur ce point et dire que dans les autres espaces, la libre circulation est effective. Il n'y a pas que l'espace CEDEAO où cela est véritablement fluide. Alors, ce serait mal comprendre ce passage. Déjà, avant de répondre sur l'effectivité de la libre circulation dans les autres espaces, oui. Sur le sens de le système de la CEDEAO semble plus prolifique, je parle là d'un point de vue purement formel ou conceptuel, avec les textes. Oui. Donc j'ai dit qu'il y a eu des textes diversement établis. Il y a également des textes dans la zone CEMAC, par exemple, qui oui. régissent la libre circulation. Oui, alors, si vous comprenez bien cet ouvrage, la CEMAC ici est envisagée tout aussi bien que la l'UEMOA d'ailleurs, c'est les communautés qui, pour moi, ne font pas partie du processus africain, pas seulement pour moi d'ailleurs, pour l'Union africaine aussi. Pourquoi? Donc c'est les communautés qui sont exclues du processus. D'accord? Donc c'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que elles fonctionnent plus ou moins, en tout cas relativement mieux par rapport à celles qui sont dites officielles. Mais je les aborde ici comme étant des communautés parasitaires. Parce qu'en réalité, il y a eu en 2006 une décision de l'Union africaine qui était de réduire le nombre de communautés économiques africaines Tout à fait. à 8. À 8. Dans cette décision a été prise justement, si vous voulez, avec quelques inconvénients, parmi lesquels l'exclusion de l'UEMOA et de la CEMAC sont pour moi les plus significatifs. Parce que c'est des communautés qui fonctionnent relativement, qui sont en tout cas mieux intégrées
que la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ou la CEEAC en Afrique centrale, qui sont des communautés désignées comme étant officielles. C'est pour cette raison que je ne ferai pas de comparaison symétrique entre la CEDEAO et la CEMAC. Ce serait justement, ce serait un peu paradoxal, compte tenu de l'idée que je me fais de l'intégration au sein de la CEMAC et de l'UOMOA. D'accord. Toutefois, vous remarquez à la fin de la première partie de votre livre que les intégrations régionales sont à parfaire, parce que justement, rien n'est parfait dans la vie. Dans la deuxième partie de votre livre, quand vous l'engagez, vous évoquez la diversification des projets avec la rationalisation programmatique, qui est une sorte d'ensemble de phases et de projets établis dans le cadre du processus africain et auquel s'est rattaché un calendrier de mise en œuvre. Et dans ce calendrier, on retrouve le nouveau partenariat avec le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique en abrégé NEPAD de 2001. Quel amendement ce partenariat aurait-il apporté de plus à l'Afrique que le plan d'action de Lagos, par exemple? Oui. Alors, c'est un peu là le problème. Le problème du système africain. C'est-à-dire qu'on a un foisonnement de projets, un foisonnement de textes, qui se suivent des fois en se répétant, mais sans qu'il y ait de réelle innovation. Tout à fait. C'est un grand problème. On part déjà effectivement du plan d'action de Lagos dans les années 80. Je les ai séquenciés pour employer ce terme. Donc, par séquence, on a donc cette décennie des années 80 avec le plan d'action de Lagos, etc. Ensuite, dans la décennie des années 90, on a ce que j'appelle le plan de l'intégration générale, le plan général d'intégration, le projet établi dans le cadre du traité d'Abuja. Puis, dans les années 2000, donc, on a en 2001 le projet du NEPAD. Si vous examinez bien ces différents projets, vous remarquerez que ce sont des projets qui se répètent, à peu de choses près. Alors, on ne peut pas seulement y voir des reproches à faire